Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, nous recevons Michel Halberstadt pour l'apparition de son livre Brève rencontre aux éditions Albin Michel. Nous recevons maintenant Michel Halberstadt, qui est aujourd'hui productrice et romancière, mais qui était auparavant journaliste, d'abord pour Radio 7, puis rédactrice en chef du magazine Première, et qui publie chez Albin Michel le livre Brève rencontre, dans lequel elle évoque ses interviews d'acteurs, de cinéastes et de chanteurs, Robert Redford, Dennis Hooper, Isabelle Adjani, Paul McCartney et beaucoup d'autres. Michel Halberstadt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Ravi. Alors, vous êtes productrice depuis maintenant un certain temps. Pourquoi vous êtes-vous replongée dans cette époque où vous étiez journaliste ? Parce qu'autour de moi, chaque fois que je racontais ce genre d'anecdote, tout le monde me disait « mais tu devrais l'écrire. » Et j'ai fait une interview, je crois, pour France Inter, pour une émission, on m'a posé 2 questions sur Kubrick. Et mon éditrice chez Albin Michel m'a entendu par hasard et m'a appelé en me disant « mais pourquoi tu fais pas un livre de ça ?» Bon, et puis voilà, il y a 2 ans, j'étais dans une période un peu sombre, j'avais envie d'écrire mais je savais pas quoi écrire, j'étais en train d'écrire un livre que je trouvais trop noir, j'avais plus envie de l'écrire, et en fait j'ai entendu à la radio une interview de Donna Tartt, qui est une écrivain que j'adore, qui fait un livre tous les 10 ans, et on lui a demandé pourquoi elle écrivait pas plus souvent, et elle expliquait qu'elle pouvait passer une semaine sur une virgule, et on l'a dit mais vous ennuyez pas à force de passer 10 ans sur le même livre? Elle a dit ah non, alors c'est une chose, je veux bien m'énerver, souffrir, être malheureuse, être en colère, vivre toutes les peines du monde, mais je refuse de m'ennuyer. Et d'un seul coup, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais ce que je suis en train de faire, je m'ennuie. Qu'est-ce qui m'ennuierait pas du tout et qui m'amuserait? C'était de raconter ces histoires. Et alors, ces entretiens, ils sont basés sur des souvenirs, sur des notes que vous aviez prises. Comment vous êtes-vous replongé dans cette période? Les deux. J'avais pris beaucoup de notes à l'époque, parce que c'est le off. Évidemment, moi, ce que je voulais pas raconter les entretiens, parce qu'il y a plein de livres d'entretiens. Donc moi, en fait, ce que je voulais, c'était raconter ce qu'il y a autour de l'entretien. Voilà, le vécu, ce qui me reste, en fait, c'est ça, c'est les off. C'est le contexte, c'est comment les gens étaient. Alors, le tri, parce que j'ai quand même, en gros, interviewé une personne par jour pendant 10 ans, mais le tri s'est fait de la manière suivante. J'ai essayé de prendre plutôt la première rencontre, et des rencontres dont les souvenirs me semblent significatifs de ce qu'est la personne. Voilà, j'avais envie que, après chaque rencontre, on ait l'impression d'avoir appris quelque chose sur la personne dont il s'agit. Voilà, quelque chose d'inattendu, d'attendrissant, de surprenant, voilà, quelque chose qui ne ressemble pas à l'image qu'on en a. Et puis aussi, je m'en suis tenue volontairement à ce qui était que mes rapports de journaliste. Voilà, parce que, vous voyez, par exemple, Piala, j'aurais pu continuer, ou Godard, parce que j'ai distribué un film de l'un, parce que j'ai failli produire un film de l'autre, voilà. Mais le rapport n'est plus le même quand vous n'êtes pas journaliste, c'est autre chose. Donc je ferai peut-être un tome 2 après, mais voilà. Donc je me suis vraiment concentrée sur des souvenirs de journaliste et pas autre chose. Alors au fond, il y a aussi quelque chose, il y a une espèce de projet secret et assez pudique que j'ai cru déceler dans votre livre. Ouais, c'est en fait de nous dire, mais avec beaucoup de pudeur, qui dans ces rencontres vous avez trouvé généreux, et qui vous avez trouvé un peu moins généreux? J'espère que j'ai mis que les généreux. Vous avez pas mis les pas du tout généreux. Non, j'ai pas mis les odieux. Vous avez pas mis les odieux, non. Mais par exemple, vous avez mis quelqu'un de généreux, et c'est pas étonnant, Isabelle Adjani, mais vous avez fait apparaître aussi des gens généreux alors qu'on n'y penserait pas forcément à leur manière. Mankiewicz de façon formidable, Richard Burton aussi d'une manière formidable. Et puis par exemple, à un moment, on voit passer Coluche dans un épisode dont le mauvais protagoniste n'est pas lui, c'est une personne qui vous accompagne et qui connaît pas très sévit toujours sur la radio et qui connaît pas très bien en tout cas à l'époque son métier, mais même la réaction de Coluche finalement n'a pas quand même la noblesse de l'attitude d'un Mankiewicz ou d'un Burton ou même d'une Adjani par exemple. Non, mais elle est justifiée.
Et ça m'a servi de leçon. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une chance dans la vie et qu'il faut pas se faire pourrir par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai mis là. D'abord parce que j'avais ouvert sur un truc qui pouvait avoir l'air un peu ronflant. J'ai ouvert sur un inconnu. Mais c'est vrai que c'est à cause d'un inconnu que je me suis sentie autorisée à faire des interviews. Et après, je me dis, bon, je me suis un peu trop mis en valeur là-dedans. Il faut que je raconte un épisode qui claque moins. Et Coluche, je l'ai jamais oublié parce qu'il avait raison. Il avait raison, on est responsable, voilà. J'avais qu'à y aller moi-même chercher ce fichu Nagra, j'aurais eu assez de bandes pour faire l'interview. Voilà, c'est, vous savez, responsable mais pas coupable. Ben, quand vous tenez un truc, et ben vous faites tout vous-même. Donc je n'en ai absolument pas voulu. J'ai trouvé que voilà, c'était vache mais régulier, je dirais. Alors dans le livre, vous dites que vos 3 films préférés sont Citizen Kane, Dr Zhivago et Le Parrain, un choix qui me paraît tout à fait un peu acceptable. Banal, et vous avez l'opportunité d'interviewer Orson Welles, David Lean et Francis Ford Coppola. C'est quand même un sacré privilège, ça. Oui, il m'a manqué que Brando dans mon panthéon personnel. Ouais, Brando, Bowie, voilà. C'est les 2 B que j'ai ratés. Et quel souvenir gardez-vous de ces rencontres? Une en particulier avec Coppola. Vous arrivez à court-circuiter l'attaché de presse, vous l'interviewez dans une chambre d'hôtel. Enfin, c'est des conditions assez rocambolesques. Oui, mais c'était drôle. Il était en confiance parce qu'il était avec Aurore Clément, qui était la femme de son qui est toujours d'ailleurs la compagne de son meilleur ami, Dean Tavoularis. Donc c'était pas, il se sentait pas dans un contexte journalistique, quoi. Il se sentait pas en promo. Il était hors promo. Il était avec des copains. Il parlait de son film. Donc c'était assez détendu quand même. Je l'ai revu des années plus tard. C'était moins drôle. J'ai d'ailleurs distribué un film dont il était plus ou moins l'auteur, puisque c'était le documentaire sur Apocalypse Now. Vous savez, au cœur des ténèbres. À l'époque, c'était moins drôle. Il se faisait payer pour faire une interview. Enfin, vous voyez, c'était voilà. D'autres histoires moins glorieuses à raconter sur Coppola, mais la première fois c'était vraiment le bon vivant joyeux, et je reste persuadée que ce film a marqué l'histoire du cinéma, qu'il n'a pas la place qu'il mérite, qu'il a été incroyablement précurseur à plein de niveaux, et il était tellement fier et imprégné de ça. Enfin, vous savez, j'avais l'impression que lui, il sentait vraiment qu'il avait fait un truc dingue, nouveau, inédit, et que les gens le voyaient pas pour ce que c'était. Oui, alors il faut recontextualiser. Vous l'interviewez au moment où sort Coup de cœur, qui va mettre à mal sa société de production, qui va être un lourd échec public et critique à l'époque, et donc vous le rencontrez dans ces conditions-là. Voilà, et c'est vraiment un film, il est le premier à avoir fait du numérique, des effets spéciaux, avoir inventé une espèce de retour caméra dans une roulotte où il pouvait quasiment faire le montage du film au début. Enfin, vraiment, l'ère du numérique, je dirais que c'est Coppola qui l'a inventé dans ce film, et des effets spéciaux. Et une comédie musicale, genre La La Land, tout le monde parle de Jacques Demy, mais je suis sûre qu'il a revu Coup de cœur aussi, Damien Chazelle. Donc, il était encore enthousiaste, c'est pas encore revenu de tout. Là, je l'ai revu l'année dernière au Festival de Marrakech. Tout lui passe au-dessus de la tête maintenant. Hein. Et alors, dans votre livre, il y a vraiment des rencontres improbables. Antoine Cyr l'évoquait à l'instant, celle en effet de Joseph Mankiewicz, l'immense réalisateur de La Comtesse aux pieds nus et de Ève, que vous rencontrez dans un avion New York-Paris. Est-ce que vous le racontez dans le livre, mais est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous dire quelques mots de cette rencontre mémorable? Dans la vie, il faut du travail et de la chance. Et là, ça a été vraiment un coup de chance. En fait, je travaillais à Radio 7, qui était une radio qui marchait bien, la bande FM, quoi. Et le patron des programmes d'Air France avait demandé que je fasse un programme pour... vous savez, quand vous êtes dans l'avion, vous écoutez les programmes radio, il y en avait un qui était plus rock, et c'était celui que je présentais. J'en faisais un tous les 3 mois. Et en échange, on me surclassait quand il y avait de la place dans l'avion. Et donc un jour, je rentre de New York et on me surclasse parce qu'il y avait de la place et l'avion était en retard, donc on me dit d'aller au salon. Et au salon, je suis en train de regarder le catalogue du Festival de Deauville parce que j'y suis jamais allée. Et il y a un monsieur qui s'approche de moi et qui m'excusez-moi, vous allez au Festival de Deauville? Oui. Ah, vous pouvez pas m'en parler parce que j'y suis jamais allée, je suis invitée là-bas. Et il tend la main et il dit My name is Joe Mankiewicz. Et là, évidemment, j'ai cru que j'allais me transformer en flaque d'eau immédiate. Je pense que je suis devenue plus rouge que la plus rouge des tomates. Enfin, moi, Comtesse aux pieds nus et All About Eve, je vous dis, évidemment, je les ai vus 100 fois, ces films déjà à l'époque. Et il s'assied à côté de moi et on a bavardé pendant 2 heures dans le salon, plus 6 heures de vol, parce que quand le steward est venu nous dire qu'on pouvait embarquer, il a pris ma carte d'embarquement, il a pris la sienne, il a dit au steward, mademoiselle voyage avec moi, donc il n'était même pas question que je ne sois pas assise à côté de lui. Il n'a pas dormi pendant tout le vol, il buvait du café, du cognac, et on a bavardé pendant 8 heures d'affilée de cinéma. C'était hallucinant.
de temps en temps, on a de la veine. Ça arrive. Et est-ce que, c'est un peu le ressenti qu'on a dans le livre, est-ce que ce n'est pas le témoignage aussi d'une époque, alors je ne sais pas si elle est révolue, où vous avez pu faire toutes ces rencontres dans des circonstances en effet parfois totalement inattendues, où on l'a dit tout à l'heure, vous n'utilisiez pas forcément les canaux officiels, vous contournez les attachés de presse, vous essayez aussi de parfois forcer un peu la chose, notamment il y a un exemple avec Robert De Niro qui est assez frappant, il ne veut pas donner d'interview, il refuse toute parole à la presse et finalement il vous fait un peu marcher, puis finalement ça marche, vous arrivez à obtenir quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ou 15, vous le dites d'ailleurs dans le livre, une quinzaine de films sortent, à l'époque c'était pas le cas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le métier pourrait permettre encore tout ce que vous avez pu vivre à cette époque-là? Écoutez, c'est certainement plus difficile d'arriver à être seul avec le talent. Voilà, parce que l'entourage est bien plus conséquent aujourd'hui qu'à l'époque. J'ai revu la remise de prix d'interprétation féminine à Isabelle Adjani quand elle a eu son prix à Cannes. Elle est assise seule en bout de rang. Il n'y a personne, il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de publiciste, il n'y a personne. Vous imaginez l'armée qui l'accompagnerait aujourd'hui dans la salle si elle allait remettre un prix. On voit bien à Cannes dimanche, ils ne sont pas seuls les gens. Alors ça, c'est certainement plus compliqué, d'arriver à être seul. La chance, je pense que c'est toujours la même. Je pense qu'il faut toujours contourner les obstacles. Et je vais vous dire, en tant que productrice et distributrice, il y a plein de cas où je passe pas par les agents parce que sinon j'ai pas l'acteur que je veux, j'ai pas le contact que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste vrai. C'est sans doute plus compliqué de court-circuiter les obstacles qui sont payés pour être un obstacle, en gros, l'entourage. Et c'est plus difficile sans doute d'être seul. Je pense que la chance, ça marche toujours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça arrive toujours d'avoir ou non de la chance. Mais je pense aussi qu'à partir du moment où vous avez réussi à être seul avec le talent, le boulot est le même, quoi. C'est à vous d'y arriver, c'est à vous de forcer le destin, c'est à vous de lui donner envie d'avoir une conversation. Donc c'est plus compliqué, mais ça n'a pas fondamentalement changé quand même. Alors ça aussi d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez touchant, c'est qu'on sent que vous êtes, vraiment, ça transparaît dans le livre. Avoir une interview, c'est évidemment à chaque fois ce que vous voulez, vous le voulez plus que tout, et vous cherchez à être seul avec le talent, comme vous le dites, et en même temps, il y a quand même une forme de limitation et de pudeur, et je dirais même d'éthique dans ce que vous faites qui est assez touchant. En fait, par exemple, l'histoire de votre non-interview avec Audrey Hepburn, je trouve est une jolie histoire. Je sais pas, enfin n'importe qui aurait fait pareil, non? Je sais pas, vous tombez, on vous donne un numéro de téléphone, on vous dit que c'est l'assistante d'Audrey Hepburn, vous apercevez qu'en fait c'est Audrey Hepburn elle-même qui vous répond. Elle finit par reconnaître que c'est elle, et elle vous demande de jamais donner ce numéro et de pas parler de cette discussion. C'est la moindre des choses, vous le faites, ou alors vraiment vous êtes un sagouin. Et ça me serait pas venu à l'esprit de faire autrement, et j'en ai parlé à personne pendant 35 ans. Je trouve ça normal, moi. Ouais, mais c'est quand même une jolie histoire. Je suis pas si tout le monde se serait abstenu d'en parler pendant 35 ans quand même. Écoutez, je sais pas. C'était. Ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, j'ai vu à Cannes le court-métrage de Paul Giannoli qui avait eu la Palme d'Or du court-métrage. En fait, il raconte une histoire qui est arrivée à un ami de son père. Le type vient pour interviewer avec Gardner et en fait, il fera l'interview par interphone. J'ai connu celle-là. C'est l'histoire de Jean-Jacques Bernard. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, il en a fait un court-métrage. Moi, ça fait rien. Moi, je l'ai dans ma tête. Tout va bien. Et puis, vous avez eu le privilège aussi d'entretenir une correspondance avec le réalisateur le plus secret du monde, le plus qu'on pensait inaccessible. On pensait que très peu de journalistes avaient pu avoir la chance de le rencontrer et vous avez eu cette chance, c'est Stanley Kubrick. Vous savez quoi, j'ai ouvert mon tiroir ce matin et j'ai trouvé que j'avais encore mon dossier rouge intitulé Stanley dans lequel j'ai encore les fax sur lesquels il écrit à la main. J'ai encore les fax de lui, c'est drôle. Hein. Alors vous le rencontrez au moment de Full Metal Jacket et alors là il y a une anecdote qui est, on va dire, très kubrickienne puisque vous lui demandez, si vous pouvez nous raconter un petit peu, mais vous lui demandez des photos du matériel de... à Londres, voilà. Et je lui dis voilà, j'ai 4 pauvres photos pour illustrer le sujet. En plus, je vais me faire la couverture avec une photo du film. J'ai pas du tout ce qu'il me faut. Et il me dit, vous faut ça quand? Je lui dis, écoutez, la fin de la semaine, ce serait formidable, ou la semaine prochaine, je sais plus, j'ai dû lui donner 8 jours de délai. Donc, il faut bien vous dire qu'on est en 87. Donc, il n'y a pas de courrier express, il n'y a pas de FedEx et de toutes ces sociétés de courrier rapide. Il n'y a pas le train.
Il n'y a pas de tunnel sous la Manche, il n'y a rien. Et les vols, moi j'ai pris le dernier à 20h, donc il n'y a plus de vol jusqu'au lendemain. Donc il me dit, très bien, je rentre chez moi, vous pensez bien que je ne peux pas dormir de la nuit, j'ai envie d'une chose, c'est d'aller écouter mes bandes et de faire le papier. Donc j'arrive à 8h du matin au bureau où il n'y a évidemment personne, le bureau est fermé, j'arrive à mon étage et en fait c'était un bureau paysager et au fond du bureau paysager il y avait une pièce fermée entourée de vitres transparentes, portes vitrées, qui était mon bureau. Et j'allume le plafonnier parce qu'on est en hiver et je vois en avançant vers mon bureau qu'il y a un objet sombre posé sur mon bureau. J'arrive sur le bureau et il y a une boîte en carton avec mon nom écrit dessus. J'ai ouvert la boîte, il y avait 400 hectares, c'est-à-dire 400 diapositives de photos avec un petit mot signé, un petit mot écrit à la main. Hope you'll find what you need. Best, Stanley. Et je n'ai jamais su comment cette boîte est arrivée entre 7h du soir et 8h du matin sur mon bureau. Et vous ne savez toujours pas? Mais j'ai jamais demandé, c'était trop joli. J'imagine qu'il a envoyé quelqu'un rouler toute la nuit, parce que je sais que la Warner France n'avait pas 400 photos. Donc je peux même pas me dire qu'il a demandé à quelqu'un à Paris de les déposer. Et puis à 8h du matin, c'est inexplicable, il y avait un gardien d'immeuble. Je ne sais pas comment la boîte est arrivée là. Mais je vous jure que l'histoire est authentique et elle est effectivement très kubrickienne. Et toutes ces histoires authentiques, bref parfois comme le titre de votre livre, est-ce que ça a changé chez vous la perception que vous aviez de ces artistes, même de leurs films? Est-ce qu'avoir côtoyé Kubrick, est-ce qu'avoir, vous le racontez à un moment donné, une journée de tournage avec Robert Redford, est-ce que vous en avez eu une autre image, pas forcément personnelle vis-à-vis de l'artiste, mais vis-à-vis des films eux-mêmes, qu'ils soient acteurs ou cinéastes? C'est vrai pour Kubrick, surtout pour le dernier film, d'autant plus qu'il m'avait demandé de lui trouver de la documentation et que justement j'ai retrouvé ce matin tous les échanges de mails que j'avais avec lui par rapport aux spécialistes de photos coquines des années 30 qu'il voulait que je lui trouve. Donc oui, pour ce film-là beaucoup. Les autres, non, vous savez, moi j'ai un défaut ou un travers ou une qualité, je ne sais pas ce que c'est, mais quand je vois un film, je suis totalement spectatrice. C'est-à-dire que j'oublie tout ce que je sais du film, des acteurs, du metteur en scène. Je suis comme devant un livre, voilà. Je suis 100% spectatrice. Ce qui n'est pas toujours évident quand on achète des films. D'ailleurs, je devrais parfois être plus objective. Mais voilà. Je peux, a posteriori, tisser des liens entre ce que je sais des gens et ce que je vois, mais jamais en voyant les films, en tout cas. Eh bien, Michel Halberstadt, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Donc, je rappelle la parution de votre livre Brève rencontre, édité aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.